Je vous retrouve avec cette actualité brûlante. Il s'agit donc du rejet d'une transition de 5 ans par le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui a été reçu en audience par le colonel Assimi Goïta. L'audience a duré un peu plus de 2 heures et au sorti de cette audience, il s'est exprimé devant des diplomates qui sont accrédités à Bamako également, devant les représentants de la CEDEAO, et a donc exclu toute possibilité d'une durée de transition de 5 ans. Cela ne passera pas. Les chefs d'État, bien sûr, de la CEDEAO ne valideront pas, a-t-on pu entendre. Et nous, sur ce plateau, nous avons tenté de comprendre les motivations véritables quand on connaît depuis combien d'années aujourd'hui le Mali est déstabilisé. 5 ans pour stabiliser et relancer. Qu'est-ce que ça change? Patient Parfendom, vous êtes déjà sur ce plateau, vous êtes notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy Fondop, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Un bonsoir particulier au peuple algérien qui a, de par les décisions de son gouvernement, est en train d'aider le Mali de se sortir de toute forme de pression, de toute forme d'intimidation et de toute forme de violence, n'est-ce pas, à venir, que tentent de lui imposer les soi-disant responsables des États au sein de la CEDEAO, mais surtout qui ne sont rien d'autre que des hommes liges, j'allais dire des chiens couchants d'impérialisme aux ordres, qui essayent d'imposer un diktat au peuple malien et au gouvernement de transition en place à Bamako. Nous disons au peuple malien, vous avez tout notre soutien. Tout notre soutien, alors là, ne vous laissez pas compter par ces oiseaux de mauvais augure qui enfin se sont réveillés pour soi-disant essayer de mettre en place une quelconque démocratie au niveau de cette zone-là, alors qu'on voit la plupart des dirigeants des États de cette terre géographique de notre continent, quand on voit très bien comment la plupart sont arrivés au pouvoir, il est temps de questionner ici, j'allais dire, l'honnêteté, même comme quand on dit qu'en politique il n'y a pas de morale, et la morale de ces individus qui ne voient pas, qui ne refusent de comprendre que le Mali comme l'Afrique est face à de nouveaux enjeux, face à un nouveau tournant, et qu'ils ont l'obligation, tout le peuple, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest ont l'obligation d'accompagner le peuple malien dans cette difficile, mais alors là, j'allais dire noble quête de sa souveraineté, parce que c'est ce qui manque le plus dans notre continent pour pouvoir enfin tutoyer les autres peuples du monde avec fierté, avec honneur, mais aussi surtout avec beaucoup d'humanisme, parce que cet humanisme est intimement lié, n'est-ce pas, au peuple africain. Je pense qu'une fois de plus, j'espère qu'enfin cette proposition, parce qu'en fait il s'agit d'une proposition qui découle, n'est-ce pas, de grands dialogues, n'est-ce pas, préparatoires qui a eu lieu au niveau de Bamako et qui stipulait que justement cette transition peut aller de 6 à 5 ans. On a fait la proposition de 5 ans. Ce n'est pas une décision et que la CEDEAO sera revenue à de bons sentiments et acceptera de poursuivre les négociations avec le gouvernement transitoire au niveau du Mali pour permettre qu'enfin l'Afrique puisse retrouver sa place dans le Conseil des Nations, des hommes dignes, des hommes intègres, des hommes respectables sur notre planète, que de continuer de nous ravaler au rang de la bête, des bêtes de somme d'ailleurs, n'est-ce pas, d'être dans cette division du travail où on nous a parqués au niveau des pourvoyeurs de matières premières pour cet Occident qui se prend pour le centre du monde. Cela est terminé et nous sommes fiers de trouver qu'à la tête de cette institution politique malienne se trouve un jeune à la personne de colonel Assimi Goïta et qui n'a pas oublié de tendre la main aux politiques civiles par le biais de son premier ministre Choguel Maïga. Cet attelage-là fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui et nous espérons qu'ils vont faire des émules à travers notre continent pour que beaucoup d'autres jeunes Africains puissent comprendre que c'est la voie royale si nous voulons définitivement sortir de ce marasme dans lequel nous sommes plongés depuis des siècles avec ces fausses indépendances des années 60, ces indépendances factices, n'est-ce pas, qui n'ont pas permis à la France et à tout l'Occident qui règne en maître dans notre région, justement d'implémenter un certain quelconque développement dans cette terre-là. Bravo au peuple malien, bravo à sa jeunesse
Et merci pour cette invitation. Merci à vous, patient parfait d'homme. Nguchi Béanzin, vous êtes activiste panafricaniste, vous êtes installé en multiplex, voilà. Alors, la crise malienne, elle est dure depuis 2012, avec l'intervention notamment de l'armée française en 2013. Nous sommes en 2022, on peut dire que ça fait au moins 5 ans fois 2 que le Mali connaît une déstabilisation profonde. Alors, si la communauté internationale a accepté 10 ans de déstabilisation profonde, pourquoi est-ce qu'elle n'accepterait pas 5 ans de transition qui permettrait de redresser? Tout d'abord, permettez-moi de saluer tout le monde. Salutations à la communauté, au peuple africain et au peuple du monde. Et je vais répondre à votre question en commençant une citation de Cheikh Anta Diop qui disait dans Nation Nègre et Culture que voici donc qu'il ne suffit d'être noir de la tête aux pieds et d'avoir les cheveux crépus pour être un nègre. Aujourd'hui, c'est l'exemple typique de ce que nous appelons la CEDEAO. Des personnes qui sont noires, qui sont nègres, qui sont africains, mais qui en réalité ne le sont pas à l'intérieur et ne sont pas là pour l'intérêt des populations africaines. La CEDEAO est une organisation économique mafieuse faisandée, une caramilla, pour ceux qui comprennent l'espagnol, qui sert l'intérêt politique des usuriers négriers internationaux qui sont là pour asservir le peuple africain sous surveillance du colon français, mais surtout pas pour le peuple africain. Si la CEDEAO s'indigne aujourd'hui des décisions que prennent le peuple malien, parce que ce n'est pas Assimi Goïta, ni Choguel, ni les militaires qui prennent cette décision de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans. Non, c'est le peuple malien réuni lors d'une assise à 90% qui a exprimé son souhait de prolonger la transition pour 5 ans. Alors, pourquoi encore devons-nous attendre que la CEDEAO valide cela ou réagir aux émotions de la CEDEAO? Je suis désolé, vous savez, c'est à la CEDEAO d'être au service du peuple malien et non au peuple malien d'être au service de la CEDEAO. Le gouvernement malien ne doit plus diriger le pays en fonction des réactions ni des émotions de la CEDEAO. Si les gens ne savent pas c'est quoi la CEDEAO, ici, on peut expliquer aux téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent c'est quoi la CEDEAO. Et je répète et je persiste là-dessus, les décisions de cette organisation sont souvent incongrues, biaisantées et surtout répugnantes. Alors, comment on peut encore espérer qu'une organisation qui est corrompue, nous savons les personnes qui siègent au sein de cette organisation, que ce ne sont pas des gens qui sont favorables au développement du Mali ni des pays africains. Au sein de la CEDEAO siègent des personnes comme Alassane Ouattara, qui en Côte d'Ivoire lui-même viole la constitution du pays pour briguer 3 mandats alors que la constitution dit de faire 2 mandats. Vous allez au Togo, Faure Gnassingbé est à son 4e mandat. En Guinée, Alpha Condé était au 3e mandat avant que les militaires ne le retirent du pouvoir. On n'a jamais vu la CEDEAO se plaindre pour cela. Parce que ces présidents vont dans le sens de la CEDEAO, se soumettent aux conditions de la CEDEAO et cela permet à la CEDEAO de servir la France qui est là pour protéger ses intérêts économiques, politiques sur le continent africain. Donc, du moment que nous le savons, Goïta et Choguel ne doivent plus chercher à jouer pour aller de gauche à droite, sinon la CEDEAO va les user. Il faut foncer tout droit. Il ne faut plus espérer que la CEDEAO valide ou pas ce que propose le gouvernement malien, parce que nous savons que la CEDEAO ne validera pas. Good luck, Jonathan. Vous allez au Nigeria. Ce monsieur n'est même pas considéré. Lui-même, quand il était au pouvoir, il n'a rien fait pour le peuple au Nigeria. C'est un vaurien, un corrompu. Vous prenez le président de la CEDEAO actuel, Nana Akufo, un néolibéral. C'est le monsieur qui sert à l'impérialisme, à l'oligarchie anglo-saxonne au Ghana. Allez au Ghana et regardez les ouvriers qui travaillent dans tout ce qui est l'industrie pétrolière.
Regardez le salaire que gagnent ces ouvriers. Regardez la corruption au Ghana sous Nana Akufo, ami intime d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que nous espérons encore de ces personnes, de ces usuriers qui travaillent pour les usuriers colons, l'impérialisme? Moi, je dis que le Mali doit foncer. Le Mali ne doit plus espérer un calendrier favorable aux décisions de la CEDEAO pour sortir le Mali de l'impasse aujourd'hui. Parce que c'est des civils qui ont plongé le Mali actuellement dans ce désastre que nous connaissons. La CEDEAO veut conjurer la réussite de la transition au Mali, dirigée par des militaires, en menant une stratégie de terrorisme diplomatique, politique, économique, pour cautionner et saboter la volonté du peuple malien qui veut se débonder de l'impérialisme français qui fait plonger depuis 2012, avec la complicité de la France, bien évidemment, le pays dans l'enfer, dans un chaos. Le Mali est dans un foutoir, un méli-mélo, un micmac qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les militaires sont arrivés et sont en train de vouloir sortir le Mali de ce micmac. Et voilà que la CEDEAO se pointe pour essayer de les enfoncer. Vous savez, la CEDEAO me fait penser à ces personnes. C'est comme, je dis, la CEDEAO enfonce des cailloux dans la gorge du peuple malien et demande aux Maliens de vivre avec ces cailloux dans leur gorge. C'est ce que fait la CEDEAO, parce qu'elle sait pertinemment que sa politique, sa décision est là pour enfoncer les Maliens dans le gouffre. Une organisation qui est censée mener une politique économique, voilà qu'elle se retrouve à à mener une stratégie politique. La CEDEAO n'a pas vocation à mener quelque chose de politique, mais économique. C'est une organisation économique. Alors pourquoi elle s'ingère dans les affaires politiques intérieures des pays africains qui ne l'arrangent pas, qui le dérangent, quand elle ferme les yeux sur les problèmes politiques intérieurs de ses propres membres qui siègent dans cette organisation corrompue, mafieuse. Donc, dès l'instant que nous savons que la CEDEAO n'est pas là pour servir le peuple africain et le peuple malien, on ne doit plus leur faire confiance. Cette même CEDEAO qui veut faire la leçon aujourd'hui aux Maliens, c'est elle qui avait levé une armée pour arrêter frauduleusement Yaya Jammeh, ancien président gambien. La même CEDEAO qui ferme les yeux sur les barbaries que subissent le peuple malien, le peuple africain, c'est la même CEDEAO qui avait fermé les yeux sur l'exfiltration en 2014 du portier Blaise Compaoré du Burkina Faso par les forces spéciales vers Abidjan avec la complicité et l'accord du ministre de la Défense de l'époque en France, qui est aujourd'hui Jean-Yves Le Truand, comme je le surnomme, alias Basile Zaharov. Est-ce que la CEDEAO a réagi à cela? Non, au contraire, la CEDEAO a même participé à déporter Laurent Gbagbo vers la CPI pour remettre le pouvoir aux rebelles qui sont actuellement au pouvoir et qui ne respectent pas la Constitution en Côte d'Ivoire. Comment des présidents qui siègent au sein de cette même organisation, qui pour la plupart ne respectent pas la Constitution, qui limite à 2 mandats dans leur pays, peuvent aujourd'hui venir donner des leçons de morale à M. Goïta, à Choguel et aux colonels qui veulent seulement sortir le Mali de ce gouffre, qui ne veulent plus subir l'asservissement et qui refusent les dictats de la CEDEAO, cette corruption, cette magouille que propose la CEDEAO au peuple africain. C'est le peuple malien qui est souverain et c'est au peuple malien de décider. Et le peuple malien a décidé, la CEDEAO doit prendre acte et accepter cela. Si elle n'est pas d'accord, pas de souci, elle peut continuer sa route. Mais à l'heure où nous parlons, je vous le dis et je le répète, le gouvernement malien ne se pliera pas au calendrier de la CEDEAO. Ça, je le sais. Et comme je dis, je parle souvent avec les membres du gouvernement et je sais déjà, la CEDEAO le sait et la CEDEAO elle-même reconnaît que le gouvernement malien est dans une ténacité aujourd'hui qui met une honte sur la CEDEAO. C'est pour ça que la CEDEAO cherche par tous les moyens pour faire capoter ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et nous devons inciter les Africains à conspuer ces traites qui servent l'intérêt
exogène contre les populations africaines meurtries par des siècles de politique d'asservissement. Le Mali doit aujourd'hui se défaire des accords coloniaux de la CEDEAO qui les empêchent d'évoluer, car nous sommes dans une situation géostratégique, géopolitique. Il faut lire le monde dans sa globalité et dans sa réalité. Merci à vous Berzin. Nous devons absolument passer cet élément et nous reviendrons juste derrière pour en débattre un peu, pour en débattre davantage. Voilà, nous revenons ici sur ce déplacement de Goodluck Jonathan au Mali, l'audience avec le colonel Assimi Goïta et également les enjeux véritables autour de cette présence juste derrière. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, est arrivé à Bamako. Une courte visite durant laquelle il devrait rencontrer l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, pour lui transmettre un message de la part des dirigeants de la CEDEAO. Car dans quelques jours doit se tenir à Accra au Ghana une réunion cruciale des chefs d'État ouest-africains au sujet du Mali, réunion au cours de laquelle ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités militaires maliennes pour rendre le pouvoir aux civils. La date initialement prévue était celle du 27 février, mais le Mali a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de respecter cet engagement et souhaite prolonger cette transition vers un pouvoir civil jusqu'à 5 ans maximum. Un délai jugé inacceptable pour la CEDEAO, les dirigeants de l'organisation ouest-africaine devront décider dimanche de la réponse à apporter à ce calendrier qui pourrait s'étendre jusqu'à fin 2026. Retour sur ce plateau, un calendrier qui pourrait donc s'étendre jusqu'à fin 2026. Qu'est-ce que cela pose concrètement comme problème, vu la décrépitude de la situation? Patient parfait d'homme. Si on regarde la transition qui a été vécue en République centrafricaine, celle qui a d'ailleurs conduit à la toute première élection de Faustin Archange Touadéra, celle de Catherine Samba Panza, on va voir qu'elle avait duré 2 ans, 2 mois et 3 jours, et que cela ne se passait pas dans un contexte comme celui qu'on voit aujourd'hui au Mali, où l'agenda est clairement celui de la stabilisation, de la libération du territoire malien avant justement la relance du processus démocratique. Alors, en quoi est-ce que cela pose problème concrètement? D'abord, je pense que la tenue des assises nationales qui sont passées de côté de Bamako ont été claires. Il ne s'agit pas d'une décision du colonel Assimi Goïta. Il s'agit d'une décision sortie de ces assises qui a mis une fourchette qui va de 6 mois à 5 ans pour que on essaie de stabiliser ce pays extrêmement vaste qu'est le Mali. Mais surtout, ce pays qui est devenu aujourd'hui l'épicentre de la déstabilisation djihadiste dans toute la bande sahélienne. Au point où les propres militaires français, d'ailleurs, avec d'autres forces de l'ONU, la MINUSMA, ont été incapables à ce jour de pouvoir régler le problème. On a tenté de nous imposer des élections au mois de février. Je crois que là maintenant, c'est acté que cette proposition-là est complètement évacuée. Que faire donc? Quelle va être la différence si on donne à l'actuel gouvernement malien 2 ans, 3 ans ou 5 ans? Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on puisse pacifier, sécuriser les territoires maliens de manière à pouvoir organiser, si c'est le souhait de ce prétendu grand prêtre de la démocratie de la CEDEAO, de véritables élections au niveau du Mali. À l'heure actuelle, nous parlons, ce n'est pas possible. Et ce n'est non plus possible de pouvoir le faire dans un délai de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Il faut qu'on soit réaliste. Mais je crois que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux, ce n'est pas cette affaire-là de cette fourchette en termes de durée, entre 6 mois et 5 ans. Le problème de fond, c'est qu'on veut absolument écarter le colonel Assimi Goïta, ses amis, ses camarades d'armes, des affaires. Et enfin, pouvoir positionner sur le plan politique à la tête du Mali des hommes qui ont, de par leur posture, de par leur proposition, démontré à la face du monde, comme ce fameux regroupement de 100 partis politiques et associations,
qui sont là pour perpétuer la décolonisation du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je ne peux pas comprendre au nom de quoi la CEDEAO ne sera pas saisie. Cette perche qui lui a été tendue par le gouvernement transitoire au niveau de Bamako pour reprendre les discussions et arriver à un modus vivendi qui va finir par satisfaire toutes les parties. Et je ne suis pas du tout convaincu qu'au sein de la CEDEAO, la voix prépondérante d'un... Bon, parce qu'on nous chante, on menace qu'on va passer à une autre échelle de sanctions. Que c'est cette voix-là qui soit la voix majoritaire au sein de la CEDEAO aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait convaincu. De toute façon, quelles qu'en soient les décisions qui seront tentées de prendre, elles n'auront pas la possibilité d'asphyxier totalement le Mali. Le Mali est passé à autre chose. Nous avons la possibilité d'utiliser le couloir algérien si, même dans le pire des cas, on tenterait, n'est-ce pas, d'imposer un blocus autour du Mali. Mais je peux vous le dire, pour des raisons purement économiques, pour des raisons purement géopolitiques, un pays comme le Sénégal ne pourra pas tenir longtemps dans un blocus contre le Mali parce que, de toute façon, les affaires étant ce qu'elles sont, les zones d'affaires sénégalais, le port du Sénégal, même les douanes sénégalaises tirent une grosse partie du commerce, des affaires qui font avec le peuple malien, du transit, n'est-ce pas, de ce qui part des ports sénégalais pour Bamako. Donc je pense que nous sommes dans une situation où, en réalité, notre avenir, l'avenir de certains États, de certains peuples de cette sous-région-là, est tellement lié, j'allais dire, sont tellement imbriqués, que sera un peu malvenu, j'allais dire hasardeux, de vouloir se lancer dans une politique d'ultimatum et des décisions qui vont plutôt être contre-productives pour la propre économie, la CEDEAO, en voulant prétendument punir le Mali. Donc moi, je suis serein. Je pense que le gouvernement de transition au Mali a bien joué le jeu. Ils ont pris la CEDEAO au mot. Ils ont convoqué ces assises nationales qui sont sorties de là avec les propositions qui leur ont été soumises par le biais de M. Goudlon Jonathan, qui est l'émissaire de la CEDEAO pour le Mali. Et je pense que la balle est maintenant dans le camp de ces va-t-en-guerre au niveau de la CEDEAO. Et on verra s'ils auront assez, n'est-ce pas, de jugeote pour voir que c'est une fenêtre qui leur a été ouverte. Parce que sinon, je peux vous le dire aujourd'hui, la CEDEAO en son sein va avoir de sérieux problèmes. Elle aura de sérieux problèmes, d'autant plus que, comme l'a dit d'ailleurs notre ami de l'autre côté, au sein de la CEDEAO, nous avons des cas d'exception en termes de dictateurs, en termes de gens qui ne respectent pas du tout leur propre constitution. Et ce ne sont pas ces gens-là qui seront les personnes les mieux indiquées, idoines, pour venir faire la leçon, la morale, n'est-ce pas, à ce Mali justement, qui se débat pour essayer de lever le genou sur son cou qui lui a été imposé par Paris et ses amis de l'Occident à travers ces fameux djihadistes qui sont aujourd'hui l'épée de Damoclès, soi-disant qui pèsent sur la tête du Mali. Donc, honnêtement, il faut savoir raison garder et je pense que sur le plan tactique, le gouvernement de transition au niveau du Mali est en train de mêler rondement vraiment sa stratégie au point de mettre plutôt cette vote en guerre, la CEDEAO aujourd'hui, en difficulté, j'allais dire dos au mur, et on verra bien ce que le lendemain va nous offrir. Mais ce qui est important pour le peuple malien, ce n'est pas ce qui va se dire la CEDEAO. Ce qui est important pour le peuple malien, c'est de savoir que cette sacrée sainte alliance, cette osmose entre la volonté du peuple et de ses dirigeants actuels est complètement parfaite. Et c'est ça qui va être la chose, j'allais dire, l'élément fondateur de ce nouveau Mali que nous appelons de tous nos voeux, mais qui va irradier dans toute la sous-région. Parce que ne l'oublions pas, la crise ivoirienne est derrière nous. Il y a des leçons qui ont été tirées de là, de cette crise ivoirienne. Il y a des gens dans cette sous-région qui ont bien compris que derrière l'éviction du président Laurent Gbagbo du pouvoir, il y avait cette volonté manifeste
de ceux-là qui continuent de considérer que nous sommes, n'est-ce pas, leur grenier à vie, de continuer de perpétuer cet esclavage moderne au niveau de notre continent, de perpétuer justement cette vassalisation de nos États, de nos peuples, de nos économies, au détriment de notre propre peuple qui meurt de faim, qui n'a pas de développement, qui croupit dans une pauvreté indescriptible, mais qui, curieusement, donne la lumière à Paris, leur permet de s'offrir des centrales nucléaires et les EPR avec 10 ans de fourniture de carburant qui est rien d'autre que ce qui sort du sol nigérien. Et je peux vous le dire aujourd'hui, on a aussi découvert du lithium au niveau du Mali. On a découvert des gisements de lithium très importants au niveau du Mali. Et dans la mutation, n'est-ce pas, énergétique qui s'annonce, c'est un enjeu majeur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait partie de tout ce grand package et qui explique justement les errements de cette diplomatie française qui seront coudis. Si la ligne rouge est franchie parce que vous négociez avec les djihadistes, parce que vous avez fait appel à ceux qu'ils appellent les mercenaires russes, alors là nous partons, et puis le lendemain, Madame Parly revient encore vous dire que même comme la ligne rouge a été franchie, nous ne partons pas. On voit pertinemment que les raisons évoquées ne sont pas les raisons, les vraies raisons pour lesquelles nous voyons tout ce tcha-tcha-tcha sur le plan diplomatico, avec des menaces militaires, avec des menaces diplomatiques, avec des menaces économiques que nous voyons au niveau du Mali. Cela veut dire tout simplement que le Mali d'Assimi Goïta tient l'affaire par le bon bout. Ils ont tapé là où ça fait mal. Et ils doivent donc continuer à insister, à s'agripper durement sur cet axe, j'allais dire morbide, sur le plan géopolitique, sur le plan, n'est-ce pas, de la stratégie qu'ils tiennent, parce que c'est celle-là qui est gagnante, qui va permettre au Mali de se sortir de ce carcan de la domination éternelle, de ce carcan qui crée un cycle, n'est-ce pas, une quadrature du cercle de la pauvreté, de la misère, mais surtout qui ne donne pas la dignité à l'homme africain des décennies et des décennies après nos fameuses indépendances octroyées par cette France bienveillante qui continue de prendre les Africains d'aujourd'hui comme des jeunes gamins qui n'ont pas de cervelle et qui sont incapables de réfléchir par eux-mêmes. Merci à vous, Patient Parfendum. Béanzin, je vous retrouve. Alors, la démocratie, finalement, un cache-sexe de la déstabilisation occidentale. On ne comprend pas cet empressement, cette précipité, justement, de la CEDEAO, qui pourtant voit ce Mali-là déstabilisé depuis 10 ans sans rien faire. Oui, et c'est cela le sens, la profondeur de la démocratie occidentale. Vous savez, pour eux, pour les Occidentaux, la démocratie qu'ils disent, c'est simple, c'est une démocratie où tu laisses, ils viennent sur tes terres, piller tes richesses, et ils diront que, il y a la démocratie. Quand tu refuses qu'ils viennent piller tes richesses, quand tu refuses de vendre ton peuple aux Occidentaux, ils disent, il n'y a pas de démocratie. Et je le répète, il y avait la démocratie au Mali. La France se battait ici dans des guerres pour essayer d'avoir la démocratie. Nous ne devons plus rester dans des paradigmes qui ne sont pas propres aux Africains. Est-ce que le Mali, l'Afrique, les pays africains sont dans l'obligation de vivre ou de se construire avec le modèle de la démocratie occidentale? Non, ce n'est pas une obligation. Si on estime que la démocratie que imposent ces organismes ou la communauté soi-disant internationale au peuple africain ne va pas dans notre sens et ne sert pas à l'intérêt de nos pays, libre à nous, en tant qu'hommes libres, parce que je dis que celui qui veut être libre restera libre et celui qui veut être esclave restera esclave. Donc c'est notre devoir à nous d'hommes libres de changer et de dire non, que nous ne voulions pas de cette démocratie occidentale qui sert en réalité à piller, à balkaniser nos terres et à nous soumettre au diktat de l'hégémonie de leur impérialisme. Quelle démocratie vend aujourd'hui la CEDEAO au Mali? Quelle démocratie? La question, elle est là. Mais la démocratie que vend la CEDEAO n'est pas une démocratie. C'est plutôt
une dictature déguisée où des négriers sont là et préservent leur propre intérêt au profit de l'intérêt du peuple. Donc cette démocratie n'est plus valable. La démocratie occidentale aujourd'hui est désuète. L'Europe est en train de s'écrouler. Les États-Unis sont dépassés par la Chine. La Russie ferme ses frontières, déploie son armée partout. Mais de quelle démocratie parlons-nous? On se sert des pays africains pour dire que les Occidentaux ont ramené la démocratie. Les Occidentaux ne peuvent pas venir s'asseoir et parler de démocratie avec les peuples africains. Mais vous imaginez, ça fait des siècles que nous sommes là, nous sommes des humains, et nous vivons sous le modèle démocratique des Occidentaux. Les mêmes qui ont vendu des êtres humains pour s'enrichir, pour faire du capitalisme, les mêmes qui ont colonisé, qui ont génocidé des peuples partout sur cette planète, c'est eux que nous voulons suivre comme modèle démocratique. Non, soyons sérieux. Ce que propose actuellement au Mali, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas Goïta, je répète, ce n'est pas Choguel, c'est le peuple malien qui dit que voilà ce que nous souhaitons pour notre pays. La CEDEAO doit l'écouter parce que la CEDEAO n'a pas été là quand Ibeka massacrait les Maliens, quand ils étaient dehors pour demander le départ de Ibeka. La CEDEAO n'a jamais intervenu au Mali pour aider, pour protéger les populations contre les massacres, la barbarie, les violences de Ibeka. Donc si la CEDEAO, comme on dit en Côte d'Ivoire, si la CEDEAO n'arrange pas les Maliens, que la CEDEAO ne dérange pas les Maliens. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. C'est clair et net. Nous le savons que la CEDEAO, c'est le bras armé de la France. Qu'à l'intérieur de la CEDEAO, ceux qui siègent sont des portiers pro-France et à chaque fois qu'ils vont saboter ce qui se passe au Mali, ils auront des décorations pour services rendus à la France. Nous le savons que ce sont des autocrates, des dictateurs qui n'ont plus de dignité pour eux-mêmes et encore moins pour leur population, qui sont utilisés pour cela. Il y a une volonté manifeste de la CEDEAO de tout saboter, d'accord, dès qu'il y a des présidents patriotes à la tête des pays africains qui ne veulent pas se coucher, s'aligner pour servir la France, la CEDEAO est là pour les torpiller. Et ça, nous l'oublions pas. Et je dis, en terminant, que cette même CEDEAO, le 7 août 90, a outrepassé deux principes piliers de l'OUA et de l'ONU, qui est la non-ingérence, de la non-usage de la force, en envoyant des soldats soutenir la guerre au Libéria et Charles Taylor. Ça, faut pas l'oublier, que cette même CEDEAO ne disait pas un mot quand des militaires comme Eya Dema étaient à la tête du Togo. Mais soudainement, voilà que la CEDEAO veut donner des leçons de morale à des militaires patriotes comme Assimi Goïta et les colonels au Mali. Le Mali est souverain. La CEDEAO, le Mali fait partie des pères fondateurs de la CEDEAO. Et si la CEDEAO veut déranger l'intérêt, l'unité, menacer ce que le Mali cherche à construire, alors le Mali n'a qu'à expulser les ambassadeurs, les représentants de la CEDEAO et tourner le dos à la CEDEAO. Mais arrêtons de trop donner de l'importance à une organisation aussi corrompue, néfaste pour les populations africaines. Et retour sur ce plateau avec vous, Patient Parfendum, avec une question que nous pose d'ailleurs un téléspectateur. Les États africains sont-ils obligés d'être démocrates? La démocratie est-elle le seul mode de gouvernance qui existe? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir une alternative? Non, il revient aux penseurs, aux intellectuels, n'est-ce pas, peut-être de proposer une autre forme, un autre modèle, n'est-ce pas, de gestion de la cité, par le biais peut-être des consultations populaires, je ne sais pas, par le biais peut-être d'une démocratie directe. Je pense que c'est un chantier qui est ouvert. Parfaitement. On voit par exemple ici un exemple, la Chine. On sait que Xi Jinping ne quittera pas le pouvoir en 2023 comme cela normalement était prévu dans l'ancienne constitution chinoise, la constitution chinoise qui a été modifiée d'ailleurs. Xi Jinping qui pourrait rester à vie au pouvoir pratiquement parce que dans cette constitution
sa pensée est introduite en préambule, et donc ce qui renvoie un peu au fondateur même de ce parti communiste chinois. Et donc sa pensée aujourd'hui est à la tête de la Chine, ce qui fait comprendre qu'il peut rester à vie. On voit très bien comment est-ce que la Chine se développe assez rapidement, et d'ailleurs c'est le président qui aura réussi le plus grand bond en termes d'efficacité à la tête de l'Empire du Milieu. Alors on se demande pourquoi est-ce que là-bas les Occidentaux ne disent rien, et pourquoi est-ce qu'en Afrique on ne pourrait pas donner 5 ans de transition au Mali? Premièrement, les Occidentaux ne peuvent rien dire à la Chine, c'est une question de rapport de force. Mais même pour la Chine, il faut rester prudent de toute façon. Ce n'est pas parce que pour l'instant, il y a comme une espèce d'unanimité au sein du Parti communiste chinois pour laisser Xi Jinping continuer son œuvre comme il a commencé, que demain ne peut pas avoir des couacs pour remettre en question. C'est que omniprésence, n'est-ce pas, de Xi Jinping en termes de politique au niveau de son parti. Surtout qu'il passe par le vote. Il faut rappeler que c'est un vote qui a amendé justement la Constitution avec un peu plus de 3000 délégués qui ont voté. Donc effectivement, il y a un peu plus il y a eu que 3 voix contre au total avec 2 abstentions. Alors je voudrais aussi, je ne vous coupe pas la parole, je voudrais aussi revenir à ce que Nicolas Sarkozy disait en parlant même en commentant la démocratie occidentale comme étant aujourd'hui inadaptée à l'évolution du monde, en disant que 5 ans, par exemple, en Occident, pour un chef d'État, c'est très peu pour impulser une politique qui soit véritablement solide et qui change et qui permette à une nation de changer, par exemple, de cap, ou alors de consolider une politique. Non, ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions pour quelqu'un qui avait la boulimie du pouvoir et qui sentait que dans bientôt, ça va être la fin des patates. Donc, il tentait subrepticement d'introduire un débat qui n'avait pas lieu en France. Mais je dis, il faut faire attention. De toute façon, ce qui est important, quel qu'en soit le mode, n'est-ce pas, de dévolution de pouvoir que vous allez choisir, il faut que ce soit le peuple qui soit au centre du jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la démocratie qui a été galvaudée là, et que vous appelez aujourd'hui la démocratie occidentale, c'est ça son problème. C'est-à-dire qu'on a réussi par des tours de passe-passe, par des mécanismes juridiques, en réalité d'imposer à la tête des pays des espèces d'oligarchies politiques qui font la pluie le beau temps. On a domestiqué par exemple les médias, c'est le cas par exemple de la France, où en réalité on prépare un président, on prépare l'opinion à accepter une certaine candidature, alors que dans le fond, peut-être que ce n'est pas le candidat si on avait laissé les gens pouvoir voter en toute connaissance de cause, donc en détricotant l'ensemble des éléments qui le permettent et des arguments, et j'allais dire des arguments, même des projections qui le permettaient de choisir quelqu'un. Peut-être ce n'est pas celui-là qui j'aurais dû choisir. Mais vous avez on bassine les oreilles, n'est-ce pas, au petit peuple, à longueur de journée, les panneaux publicitaires, on présente ce que ces guides font de le meilleur, ces guides font de comment dire ça, la meilleure posture, etc., etc. Finalement, les gens qui sont devenus paresseux, parce que l'homme est paresseux par nature, il ne veut pas gratter pour voir ce qu'il y a derrière le vernis, tombent dans ce panneau-là. Mais ce qui est important, et c'est pour cela que souvent, quand on parle de démocratie, on ajoute à l'occidental, je dis, ils ont galvaudé la démocratie. Ce qui se passe en Chine, c'est ça la démocratie. Ce qui se passe en Chine, c'est ça la démocratie. Ce qui se passe à Cuba, c'est ça la démocratie. Mais il faut faire attention avec le peuple. Il ne faut pas justement qu'on rentre dans la perversion de quelque chose, parce que nous avons été longtemps habitués à des formes de dictature par le biais de ces élections truquées. Il ne faut pas non plus qu'on prenne, en voulant résoudre un problème, qu'on crée un autre problème encore plus grave que le problème qu'on veut résoudre. Ce qui doit être notre axe majeur de réflexion et de déterminant, n'est-ce pas, de tout ce que nous voulons en termes de dévolution de pouvoir, ça va être la possibilité pour le peuple de pouvoir choisir en toute connaissance de cause les gens à qui, pour un moment donné, pour une période donnée, ce peuple est capable de confier, n'est-ce pas, sa destinée. Pour le cas du Mali, on voit bien que les actuels dirigeants maliens et le peuple, c'est une complicité, c'est une osmose totale. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce peuple-là dit à ces nouveaux dirigeants, nous vous faisons totalement confiance. La voie que vous avez adoptée est celle qui nous sied. Donc à partir de ce moment-là, 6 mois,
3 ans, 5 ans, nous convient parfaitement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas de vouloir imposer, parce que notre difficulté, je vous l'ai dit, on a le cas de Togo avec des familles Yadema, on a le cas de Gabon avec les familles Bongo. Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc il faut faire attention. Il faut que de manière récurrente, de manière, c'est-à-dire que perpétuelle, que le peuple soit toujours questionné sur la marche à suivre, qu'il soit capable de sanctionner, même à moyen, à court terme et à long terme, le travail qui est fait par, n'est-ce pas, ces gens, ces édiles à qui ils ont confié leur souveraineté. C'est ça qui est important. Dans le cas de Mali aujourd'hui, le peuple malien est clair. Elle veut sécuriser son espace, elle veut sécuriser ses biens, elle veut assurer la sécurité des habitants de Mali. Et elle s'est rendue compte que les précédentes politiques qui ont eu à gérer le Mali avec la complicité de la France et de l'Occident ne leur ont pas permis d'arriver à ces buts-là, hein, à ces objectifs. C'est pour cela qu'ils remettent en cause cet attelage Occident et quelques élites formées, n'est-ce pas, triées sur le volet, qui ont dirigé le Mali depuis longtemps, depuis les indépendances, mais qui n'ont fait qu'appauvrir le Mali, s'aimer les divisions au sein du peuple malien, mais plus grave maintenant, tenter, n'est-ce pas, de partitionner ce pays. De partitionner ce pays et de donner une bonne partie de ce pays entre des mains des gens qui n'ont aucune légitimité aujourd'hui par rapport au peuple malien. Donc, faisons attention, ne tombons pas nous non plus trop rapidement dans les excès de notre volonté de pouvoir doter de nouveau l'Afrique. Voilà. Et il y a une interrogation, Patient Parfendum, et il y a une interrogation au cœur de cela. Alors, est-ce que réellement, quel est l'intérêt d'un pouvoir légitime, mais très très rapide, qui ne laisse pas de traces, qui ne marque pas? Je veux citer ici le cas de Paul Kagame, que tout le monde regarde, sans rien dire, en parlant de l'Occident bien sûr. Paul Kagame, ça fait 21 ans, 9 mois et 13 jours qu'il est au pouvoir. On parle d'objection d'efficacité au sein de la communauté internationale pour parler de Paul Kagame en disant « oui, il réussit, on va le laisser là ». Alors, pourquoi ne pas permettre, par exemple, à Assimi Goïta de faire 5 ans et de réussir, et peut-être même au-delà? Moi, je suis pourquoi Assimi Goïta fasse 5 ans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense aujourd'hui que Assimi Goïta, ce qu'il est en train de montrer au peuple malien, le peuple malien est tout à fait d'accord. Il voit d'où ils viennent, et il voit l'horizon nouveau que leur offre, n'est-ce pas, Assimi Goïta et tous ceux qui disent le Mali aujourd'hui. Dans le cas de Kagame, n'oublions pas, bon, les Occidentaux avec leur fameux traumatisme, n'est-ce pas, d'un génocide, n'est-ce pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de génocide, il ne faut pas que les gens comprennent très bien, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que même si aujourd'hui il y a des avancées, et sur le plan politique, sur le plan interne de notre cuisine africaine, on voit quand même par exemple la présence des troupes rwandaises au niveau de la Centrafrique qui ont permis sa stabilisation. On voit que même au niveau de Mali, Kagame se propose d'envoyer des milliers d'hommes là-bas. Mais la gestion de l'Est de la République démocratique du Congo laisse à désirer. Sur le plan économique, une matière comme le coltan, la base, le marché mondial de coltan pratiquement, c'est au niveau de Kigali. C'est des choses comme ça. Je dis, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Merci. Ce n'était pas là. Ce n'était pas déjà d'ailleurs là. Je ne voulais pas qu'on puisse porter un jugement de valeur. Je voulais simplement regarder au niveau de la constance qui aujourd'hui semble s'imposer quand on veut atteindre des résultats politiques assez efficients. D'ailleurs, on peut voir avec un Donald Trump qui pratiquement n'a pas voulu quitter le pouvoir parce qu'il estimait que le temps donné par rapport à la vision qu'il avait était extrêmement court. Et d'ailleurs, Joe Biden qui a repris beaucoup d'axes de la politique de Donald Trump étant un homme politique plutôt de gauche, mais qui se retrouve aujourd'hui avec pratiquement la suite de la politique de Donald Trump. Est-ce que cela ne devrait pas aujourd'hui faire comprendre que ce système démocratique avec mandat limité de l'Occident, avec les élections à tout prix, présente quand même des limites qui causent du tort même à l'Occident? Non, il faut faire attention. Il ne faut pas comparer les situations en fonction des environnements. Ce que les Américains vivent là-bas, c'est leur problème. De toute façon, par rapport au monde entier, que vous soyez démocrate ou républicain, ils vont appliquer la même politique. Ça, c'est connu depuis très longtemps. En situation concrète, réflexion et résolution concrète, il faut faire attention. Le Mali, c'est quoi? Il faut analyser la situation du Mali.
Donc, en fonction de l'analyse qu'on va faire de la situation au Mali, nous serons obligés de déboucher sur un type de résolution qui sont propres à aider le Mali justement à faire des pas qualitatifs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au niveau... On ne peut pas faire de copier-coller entre des décisions qui sont prises aux États-Unis pour les placarder au niveau du Mali. Ça ne marchera pas. Ce qui se passe au Mali, c'est que c'est un pays qui est soumis totalement, politiquement, économiquement, culturellement, qui est encore dans une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, et où le peuple, après avoir découvert qu'elle est d'une richesse incroyable, incommensurable, sur le plan culturel, sur le plan humain, sur le plan même de ses propres ressources, se dit, mais comment nous pouvons continuer de croupir dans la misère alors que nous avons des poches qui sont bourrées de diamants? Et ils ont donc commencé à réfléchir et ils ont indexé les points de blocage. Et parmi ces points de blocage, il y a le contraste historique qui oppose le Mali à la France. Parmi ces points de blocage, il y a la question de la souveraineté de l'État malien, dont le peuple malien, à l'heure où nous parlons là, il est dans une lutte pour la quête pour sa souveraineté. Et ça, on ne peut le refuser à personne. Et au sein de ce peuple a pu émerger de jeunes générations de militaires qui sont en fait des dignes représentants de cette volonté légitime du peuple malien d'aller vers la quête de sa souveraineté. C'est tout. Donc on ne peut continuer à faire des comparaisons avec la Chine, avec les États-Unis, avec la France. Chacun a sa réalité en fonction de la complexité de nos environnements et de nos vies et de nos situations. Il faut faire attention de ne pas tout mélanger. L'Afrique a sa spécificité, l'Afrique a ses enjeux, l'Afrique a des paradigmes nouveaux qu'elle veut créer. Il faut faire confiance au peuple africain parce que c'est elle seule qui saura trouver les clés de la résolution de ces problèmes qui l'ont été imposés depuis cette fameuse conférence de Berlin. Et je pense que tous les raisonnements que nous menons aujourd'hui, toutes les analyses que nous menons aujourd'hui concourent à donner des clés de solutions au peuple africain pour qu'il puisse sortir, n'est-ce pas, de cette cage dans laquelle nous sommes enfermés depuis très très longtemps. Voilà, je vous retrouve Béhanzin avec la même question, Passion Parfendum tout à l'heure, à penser que je voulais, que j'ai tenté ici de faire des rapprochements en termes d'image. Moi je suis plutôt dans les fondamentaux, dans l'approche d'un point de vue fondamental, en parlant justement de ces élections à tout prix qui finalement ne donnent pas toujours les résultats attendus. On voit que partout où il y a eu un pouvoir qui a été constant, avec une vision forte et avec une adhésion populaire, il y a eu des résultats probants. On peut citer la Chine, je l'ai cité. On peut citer le Rwanda, malgré justement tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et malgré tout ce qu'on peut reprocher à Paul Kagame. On peut citer également la Russie aujourd'hui avec Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs au cœur même de ce monde multipolaire qui profite au Mali. Alors, de ce point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait encore, en tant qu'Africains, être complètement focalisé sur des élections à tout prix qui arrivent et qui, parfois, arrivent sans vision, simplement pour les élections et qui, très souvent aussi, fait le jeu de l'Occident? Non, non, du tout. Et c'est cela le problème. C'est pour ça que je dis que la CEDEAO a une vision étriquée de la politique. Donc, au lieu de remplir, par exemple, son rôle qui est au niveau de l'économie, elle veut se porter garante des problèmes intérieurs politiques dans les pays. Vous prenez le cas, vous avez cité Cuba, par exemple, on a vu pour stabiliser le pays et pour maintenir une politique propre au peuple cubain, nous avons vu Fidel Castro le temps qu'il a passé au pouvoir. Nous voyons la Russie. Moi, je soutenais Chavez. Aujourd'hui, je soutiens Nicolas Maduro. Je suis très proche du gouvernement vénézuélien. Et on a vu ce que l'Occident tente de faire à Nicolas Maduro en essayant de le renverser par des coups d'État, etc. Tout simplement, on peut même prendre l'exemple ici en France, parce que là, depuis tout à l'heure, on cite l'exemple de la Chine, etc. Ici en France, il y a des maires, je dis bien des maires qui sont maires depuis 40 ans, ça ne dérange personne. Sarkozy était maire pendant 20 ans avant de devenir président. Balkany était maire de Levallois pendant je ne sais combien d'années, ça ne dérange personne. Marine Le Pen, par cooptation, vous comprenez, ça veut dire que eux, ce sont des gens qui reprochent aux autres ce qu'ils font eux-mêmes ici en France. Quand on voit que ce système démocratique ne fonctionne plus en Occident, vous croyez que c'est chez nous, le peuple africain, que cela doit fonctionner? L'Africain a une façon de voir les choses. L'Africain a une façon de percevoir les choses qui n'est pas forcément la même
que les Occidentaux. Nous avons notre façon de vivre. Et moi, ce que je dis, on ne peut pas construire le continent africain, ces pays qui sont dévastés aujourd'hui par des années, des générations de guerre orchestrées par l'ennemi impérialiste, en se basant encore sur un système démocratique venu de l'Occident. La démocratie française est une démocratie barbare, sanguinaire, négrière, esclavagiste. Est-ce que c'est ça que les peuples africains veulent pour leur pays? Si Goïta reste au pouvoir pendant 5 ans et que Goïta mène une politique qui apporte des résultats, par exemple au niveau éducatif, sanitaire, économique, scientifique, moi je suis pour qu'il reste au pouvoir. Pourquoi forcément vouloir encore le retirer, ramener une autre personne, et cette personne forcément peut-être ne suivra pas la ligne imposée par Goïta. Nous avons vu au Burkina Faso. Vous savez, moi quand je discute avec les membres du gouvernement et les Maliens, ils me disent surtout les membres du gouvernement que nous avons pris, note sur l'erreur qui s'est passée au Burkina Faso après la chute de Compaoré. On a mis un civil à la tête du pays et aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Vous voyez? Donc, il ne faut pas en vouloir au peuple malien. Si le peuple malien a pris connaissance de l'échec qui s'est déroulé au Burkina Faso pour aujourd'hui sécuriser leur pays, laissons la chance à ces colonels, à ces militaires de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Jusqu'à présent, ce sont des civils qui ont pris le pouvoir. La démocratie que veut prôner l'Occident en Afrique, c'est une démocratie où on organise des élections dans un pays coupé en deux, où presque 80% du territoire n'est pas disponible. Comme ça, on pourra bourrer les urnes de bulletins depuis Paris, les mettre dans des avions militaires et venir les déposer là-bas pour dire voilà, telle personne, telle politique a gagné. On a vu, soi-disant leur démocratie, la France est quand même partie récupérer des personnes en pyjama pour venir les faire président en Centrafrique. C'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la démocratie que prône la France et l'Occident sur les peuples africains? La France a mis 250 ans pour accéder à sa démocratie. Pourquoi aujourd'hui on fait croire aux Africains que les Africains ont la démocratie ou pourront obtenir la démocratie sous surveillance de la France et des pays impérialistes? Non, ce n'est pas vrai. Créons notre propre démocratie. Si Goïta et Choguel ramènent des résultats, on doit les juger par rapport aux résultats. Et pour le moment, est-ce que les résultats que nous voyons, on peut leur donner le doute ou pas? Moi, je dirais oui, que nous voyons que depuis qu'ils sont là, il y a des avancées. Ils sont en train de faire des partenariats avec la Russie parce que le partenariat avec la France ne paye pas, n'a jamais payé, ne porte pas ses fruits, n'a jamais porté ses fruits. Donc, c'est tout cela qui dérange l'État français. Moi, une fois, j'ai discuté avec un député proche de Macron qui me disait, je lui dis, mais vous vous plaignez de ce qui se passe au Mali, mais par exemple au Gabon, vous soutenez les Gombos, les Bongos, et vous soutenez la famille Déby au Tchad. Il m'a répondu en disant, oui, malheureusement, vous savez, ils apportent la stabilité, donc on n'a pas le choix que de les soutenir. Donc, au nom de soi-disant une stabilité, on soutient des dictateurs, des personnes qui ne respectent pas les constitutions dans leur pays. Vous voyez, ça veut dire que cela va dans l'intérêt de la France, parce que si demain les Bongos tombent au Gabon, il y a tout qu'il faut refaire là-bas au niveau des contrats. Total pourra perdre des contrats. Donc, la France préfère maintenir une dictature au Gabon contre la volonté du peuple gabonais, tant que cela arrange la stabilité économique des intérêts de la France. C'est ça leur démocratie. Eh bien, le peuple africain dit en 2022 qu'ils n'en veulent plus, les Africains n'en veulent plus de cette démocratie proposée que impose l'Occident, cette vision pragmatique que l'Occident veut imposer au peuple africain, on n'en veut plus. Il faut arrêter de tropicaliser les concepts de l'Occident sur les peuples africains. On ne peut pas faire du copier-coller. C'est comme en ce moment, on veut confiner les Africains.
Comment on peut confiner des gens qui n'ont pas de porte? Vous allez en Afrique, il y a des maisons qui n'ont même pas de porte, mais on veut confiner des gens qui n'ont même pas d'eau potable. Ce n'est pas normal, ce n'est pas raisonnable. Donc ce n'est pas valable pour nous, cette démocratie. Soutenons ce qui se passe aujourd'hui au Mali, soutenons ce qui se passe en Centrafrique, et s'il y a des personnes qui prennent le pouvoir, qui sont contre l'Occident, qui défient l'Occident et qui servent l'intérêt du peuple africain, nous devons soutenir, peu importe que ça respecte un mandat, 2 mandats ou pas. Parce que si, au sein de la CEDEAO, des présidents eux-mêmes ne respectent pas le nombre de mandats et que personne ne les dénonce, il ne faut pas venir pointer du doigt ce qui se passe au Mali, parce que pour le moment, les militaires n'ont pas violé la Constitution et que, au contraire, ils sont venus sauver le peuple malien d'un massacre qui se préparait par Ibeka. Et je finis en disant, où était la CEDEAO quand les terroristes missionnés par la France en 2012 ont envahi le Mali pour diviser le Mali en 2? Où était la CEDEAO? On n'a pas vu la CEDEAO. Donc, il faut arrêter de donner trop d'importance à la CEDEAO. Continuons d'avancer, continuons de soutenir la transition au Mali, continuons de soutenir Goïta, continuons de soutenir Choguel et soutenons tous les présidents aujourd'hui qui se positionnent contre ce système impérialiste, que ce soit au Venezuela, Cuba et en ce moment au Chili, où un jeune de gauche vient d'être élu président de la République. C'est pour ça que je dis, lisons le monde dans sa réalité, dans sa globalité. Il ne faut pas seulement s'arrêter sur ce qui se passe dans nos pays, parce que la déstabilisation de la Russie en Ukraine aura des impacts sur nos pays, sur le continent africain. C'est ça la géopolitique et la géostratégique, et nous devons maîtriser cela, parce que la politique est un rapport de force que les Africains doivent maîtriser. Merci à vous, Béhanzin. Et donc, quand on parle du cas de la Russie, on sait que Vladimir Poutine ne quittera pas le pouvoir avant 2036. Cela lui fera plusieurs décennies de pouvoir, et on voit ce que ça a donné à la Russie, cette Russie-là qui aujourd'hui est en train de reconquérir la gloire d'antan de l'ex-URSS, parce que vision forte, homme politique fort, et aujourd'hui on écoute en Europe et on voit que ça commence à faire parler, et que d'aucuns commencent à réfléchir sur la durée même du mandat présidentiel. On va en reparler au sortir de cette émission. En attendant, nous prenons les appels et dire qu'on évoquait cela pour parler de cette transition malienne qui est aujourd'hui perturbée, et pourtant on voit très clairement qu'il y a une vision qui est forte de la part d'Assimi Goïta, de la stabilisation du Mali également, de sa relance économique. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas surfer là-dessus, tirer les leçons des mandats courts de l'autre côté et permettre qu'il y ait une transition longue au Mali? Nous nous interrogeons avec vous au téléphone. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Et voilà, en attendant le premier intervenant, je me retourne vers vous, patient parfait d'homme. Voilà, on se demande pourquoi est-ce que cette transition malienne ne pourrait pas peut-être être l'élément déclencheur de la prospérité future du Mali. Parce que cela arrive toujours avec un homme, on l'a vu dans l'histoire. Dans l'histoire des nations. Vous êtes en train d'enfoncer une porte ouverte. Moi, je suis d'accord que le colonel Assimi Goïta reste au pouvoir même pour 5 ans. Je le dis, je le redis, je le dis sur votre plateau. Ceci étant, il faut faire attention. Chaque espace, chaque peuple, chaque pays, chaque continent a ses réalités. Les réalités ne sont pas les mêmes. Ce qui est important, c'est d'avoir au niveau de l'instance dirigeante d'un pays un gouvernement, une instance fêtière qui est en parfait accord avec les vues, les besoins, mais surtout la dignité et la capacité et la souveraineté de son peuple. Ce qui nous pose problème, par exemple, aujourd'hui dans l'espace dit francophone, c'est qu'on a bradé nos souverainetés, on a bradé nos indépendances, on a bradé notre culture, on a bradé nos économies.
Donc nous sommes en réalité des esclaves d'un monde moderne qui ne veut pas accepter en fait la fin de cet esclavage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne peut pas comparer les réalités du Cameroun aux réalités par exemple du Chili. On ne peut pas comparer les réalités de ce qui peut être considéré comme le précaré français aux réalités de la France. Non, nous avons d'autres priorités. Nous avons d'autres axes majeurs de bataille que nous devons absolument résoudre pour pouvoir parler sur au niveau du Conseil des Nations comme des États libres, indépendants et souverains. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que justement, quand nous avons une situation comme celle qui se passe au Mali, en fonction de l'histoire du Mali, depuis au minimum la cession au pouvoir de Modibo Keïta, on se rend compte que nous sommes dans une régression politique qui ne dit pas son nom. Et que la césure, je dis que la césarienne qui doit être opérée pour donner au Mali ses lettres de noblesse, c'est évidemment en passant par un pouvoir légitime, un pouvoir issu, n'est-ce pas, de la volonté du peuple comme celui du colonel Assimi Goïta que nous soutenons. Donc, la question par exemple de Cuba, mais il faut toujours analyser. C'était quoi Cuba avant? Mais c'était un dupana. C'était un endroit où les richissimes américains venaient, n'est-ce pas, s'encanailler avec les gamines de 15 ans. Donc la révolution cubaine n'était qu'en réalité le passage obligé pour redonner la dignité au peuple de Cuba. Alors ça pouvait durer 1000 ans, à partir du moment où le peuple cubain est en accord avec ce qui le dirige, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que au niveau de notre continent, avions-nous toujours été en accord avec nos dirigeants? Je pense que... Ont-ils même souvent une vision souverainiste ou de développement? Voilà. Ont-ils souvent eu une vision souverainiste ou de développement? Très rarement. Voilà. Si on prend le cas du Mali, je ne pense pas qu'on pourrait citer plus de 2 chefs d'État maliens qui ont eu une vision qui soit... Enfin, oui. Vous comprenez parfaitement, Guy. Donc, dans votre question, c'est vrai qu'il y a la réponse. Vous le faites pour que nous puissions mieux débattre. Mais il faut faire comprendre aux jeunes Africains que ce qui est important, c'est que nous ayons à la tête de nos États de véritables patriotes, de véritables nationalistes, qui sont là pour défendre l'intérêt national, l'intérêt de leur peuple et de leur population, sinon pas encore le peuple. Il faut absolument qu'on ait ces gens-là à la tête de nos États. Et non, pour la plupart des cas, c'est que nous voyons, regardez le cas de la Côte d'Ivoire avec M. Ouattara. Regardez de pareils chefs d'État. Le Niger avec une transition qui a été appréciée de la communauté internationale avec l'arrivée du président Bazoum au pouvoir aujourd'hui, qui agace notamment les Maliens, oui. On s'en fout du point de vue de la communauté internationale. Ce qui est important pour nous, c'est nos intérêts. Celui qui est là, défend-il nos intérêts, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. On peut même se poudrer, comme c'était le cas en Côte d'Ivoire, dire, ah, il est en train de réaliser les choses, il fait des ponts, il construit des immeubles, l'argent est venu, ça va tomber comme la neige, mais on n'a rien vu. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque étape de la vie d'une nation, il faut qu'on ait l'impression que ceux qui dirigent cette nation pour ce moment-là sont vraiment au service de cette nation. Ils défendent vraiment les intérêts de cette nation. Et ils sont en parfait accord avec la volonté du peuple. C'est ça qui est le plus intéressant. Ce n'est pas les institutions de Bretton Woods ou bien les clubs de Paris, de Londres qui doivent dicter à nos nations et à nos peuples ce qu'ils veulent faire. Ce qui se passe au Mali, et c'est pour cela que nous soutenons vraiment cette direction dirigée par le colonel Assimi Goïta et ses amis, et surtout qu'il a tendu la main au civil avec le premier ministre Choguel Maïga, c'est l'accord parfait. C'est pour cela que depuis sur ce plateau, nous vous disons que nous soutenons et nous appelons tous les jeunes Africains à soutenir cette nouvelle construction de ce nouveau paradigme qui est en train de remettre en cause complètement cette politique néocoloniale, n'est-ce pas, de l'Occident, qui a tenté de continuer de nous asservir et de continuer de nous maintenir, comme j'aime à le dire, dans la périphérie des périphéries, comme le disait si bien Samir Amin. C'est ça l'enjeu central aujourd'hui de la nouvelle bagarre que nous avons à mener. Nous devons être des dignes représentants des grands guerriers Dogon pour dire à la France néocoloniale et à tout l'Occident qui tente encore de nous maintenir dans cette cage en fer dans lequel elle refuse qu'on sorte, que non, game is over, les temps sont terminés, il est temps que nous reprenons en main notre propre destinée aujourd'hui. Merci à vous, patient parfait d'homme. Voilà.
Merci à vous, Patient Parfendum. On va rapidement aller au standard, donner la parole aux intervenants. Vous êtes là, monsieur, et nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Alors, que pensez-vous de cette transition, de ce rejet d'une transition de 5 ans de l'armée à la tête de l'État malien aujourd'hui? Sur le Skype. Je ne vous entends pas Je très bien. voulais apporter mon petit point de vue sur le thématique. Hier, unfortunately, j'ai pas eu l'occasion de parler, mais ce que j'ai constaté dans mes recherches ici en Europe, il s'est trouvé que la France se trouve dans un imbroglio avec l'Allemagne parce que la transition énergétique ne passe pas au sein de l'Union européenne. Et si vous savez, les Allemands ont décidé de retirer les troupes depuis l'élection du nouveau chancelier, les troupes du Mali, parce qu'ils se sont fait, ils ont été biaisés par la France parce que la France s'est servi d'eux pour cacher une image de pilleur et impérialiste. Pour montrer que c'est l'Union européenne qui vient pour aider la zone Sahel pour dégager les djihadistes. Mais en réalité, il n'y a aucun djihadiste à comme on dit en France, à dégager, parce que ce sont eux-mêmes qui les ont placés, comme ils ont fait en Libye. Donc, ils se sont servis de ces djihadistes pour faire du chantage à certains pays du Sahel, pour que ceux-ci acceptent les propositions que la France va donner afin qu'elle continue son pillage. Or, unfortunately, le Mali s'est réveillé grâce aux médias comme Afrique Média, grâce aux panélistes que vous invitez chaque jour, qui ont vraiment éclairé les yeux des Maliens, ouvert les oreilles pour comprendre vraiment ce que c'est que les enjeux géopolitiques, géostratégiques, et ce que le Mali vaut en réalité, et non pas comme on nous fait croire comme le pays le plus pauvre du monde, et que on ne peut pas vivre avec $2, etc. Mais c'est aberrant quand j'entends des choses comme ça, sachant que ce pays regorge de sous-sol, et que les Occidentaux ont plombé les intellectuels maliens pour que ceux-ci n'aient même pas un peu l'idée de pouvoir créer une richesse. C'est-à-dire que l'Europe, la France en particulier, aime bien quand ses colonies lui tendent la main et comme ça, elle se montre une nation généreuse. Alors qu'en réalité, elle a ses tentacules en Afrique où elle puise ses richesses et est venue faire semblant avec la Caisse française de développement pour soi-disant aider l'Afrique. Bullshit, excusez-moi du thème. Deuxième chose que je veux dire, c'est que dans cette transition pour laquelle la France utilise la CEDEAO pour faire le blocage, Paris avait déjà préparé des élites. Et j'avais expliqué l'année passée que c'était pareil pour le cas du Tchad. J'avais même assisté une fois quand j'étais venu en France, une réunion des élites tchadiens qui devaient remplacer Déby parce que Quai avait décidé de remplacer Déby, qu'il devenait incontrôlable. Heureusement que son fils, issu de leur même école, a été comme un petit toutou et a accepté la mission qu'on lui a donnée. On espère, je dis bien, on espère que il va changer de cap. Ça, c'est mon souhait, mais malheureusement, comme il a les Américains derrière lui, et il est très pro-américain, donc ça devient très compliqué. Anyway, en revenant sur le cas du Mali, la CEDEAO va jouer son va-tout. Parce que Paris a donné l'ordre à Koufou du Ghana et Goodluck Jonathan de faire en sorte que la pression soit faite sur le Mali afin qu'elle capitule. Mais c'est peine perdue parce que là, il y a deux choses. L'Allemagne va partir, les autres petits pays européens qui sont venus s'ajouter, Estonie, Lettonie et consorts, ceux-là, ils vont comprendre vraiment le biaisage que la France a fait. Parce que à l'Union européenne, pour le dossier de la transition énergétique, l'Allemagne a dit qu'elle n'est pas pour le nucléaire, elle est pour l'énergie fossile, c'est-à-dire le gaz. Donc, comme elle a signé le contrat avec le Russia, vous imaginez, la Russie au Mali, la Russie vient arranger le Mali et l'Allemagne va venir interférer dans ce que la Russie fait. Non, ça se fait pas entre amis, surtout entre amis commerciaux. Et l'Allemagne tisse ses ficelles économiques avec la Russie parce qu'ils ont des relations très bilatérales, contrairement à la France qui fait l'orgueilleux, parce qu'elle compte sur l'Afrique. Mais l'Afrique va lui échapper, je vous le dis, chers téléspectateurs. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc appuyer le bouton pour que le CEDEAO fasse, mais qui pour moi est déjà
peine perdue, parce que Assimi Goïta va continuer ses 5 ans de mandat. Ils ont décidé également d'envoyer des djihadistes, au moins 2000 djihadistes, pour venir attaquer le Mali, afin que on alerte le monde entier pour dire, comme RFI a fait aujourd'hui encore, hier, pour dire qu'il est impératif qu'on envoie des forces internationales au Mali. Et les États-Unis vont dire à la France que comme tu es déjà là-bas, alors tu peux doubler la milice et envoyer des militaires. Pour votre intervention, on prend un autre appelant juste derrière vous. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Alors, que vous pensez-vous de d'une durée de transition de 5 ans au Mali pour la stabilisation et pour la relance? Je vous salue Guy Fanda, je salue les techniciens et salue vos invités. Merci pour vos analyses. Guy Fanda, vous voyez, nous sommes là pour comprendre. Nous avons un nouvel appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, malheureusement, quelques difficultés avec le standard. Et nous revenons sur le plateau pour sortir de cette édition. Voilà, je vous donne un dernier mot, Béhanzin, pour sortir. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça change quand ce sommet de la CEDEAO va se tenir dans quelques jours? Que pourra-t-elle d'ailleurs faire en cas de sanctions? Quelles pourraient être ces sanctions? Beaucoup pensent qu'il n'en sera presque rien du tout. Il faut s'attendre à des sanctions comme nous avons l'habitude de voir avec cette organisation des sanctions économiques, etc. Mais comme je dis, le Mali vit déjà sous sanctions. Ce n'est pas les sanctions de la CEDEAO qui changeront quelque chose. Étant donné que le système impérialiste a pris le contrôle de ces organisations et des gouvernements africains et impose leur volonté au peuple, vous imaginez bien que la CEDEAO ne validera pas et d'ailleurs rejette déjà à peu près ce que propose le peuple malien. Et il faut savoir que la France est aujourd'hui en apoplexie. La France est irritée de voir que elle est en train de se faire éjecter après la Centrafrique au Mali. Donc elle met, on va dire, le peu de force qui reste dans cette bataille en utilisant l'instrument qui est la CEDEAO pour faire peur, pour faire la pression sur les militaires au Mali. Moi, je dis, l'ordre mondial est une organisation criminelle que nous devons combattre avec férocité et la CEDEAO fait partie de cela. Donc, peu importe la décision ou les décisions que prendra la CEDEAO, ça ne va pas impacter la volonté, le changement aujourd'hui impulsé au Mali pour sortir, pour donner un peu d'espoir au peuple malien, parce que, encore une fois, le Mali est souverain, le peuple malien est souverain, et si le peuple malien décide, la CEDEAO doit respecter, parce que c'est la CEDEAO qui doit être au service du peuple malien, et non au peuple malien d'être au service de la CEDEAO. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau, patient parfait d'homme. Est-ce que la CEDEAO a le droit de se substituer au peuple malien? Comment ne pas comprendre que cette proposition de prolongement du mandat de la transition est une émanation du peuple, vu les assises nationales qui ont été, qui ont secrété justement cette approche? Non, je pense sincèrement que la question, n'est-ce pas, de cette volonté du peuple malien à passer à autre chose, et la CEDEAO qui ramène la question des élections qu'elle voulait absolument fixer aux dates au mois de février prochain, cache en réalité une réalité économique et géopolitique. C'est la peur blanche, c'est la peur de l'Occident, excusez-moi, de perdre le Mali,
perdre pied sur cet espace dont il a fait le ventre mou de sa géopolitique, de la géopolitique mondiale. Il est important de constater aujourd'hui que dans le cadre de la mutation, j'allais dire, de basculement sur le plan énergétique, il y a des ressources dont regorge d'Afrique qui sont aujourd'hui devenues, comment je peux expliquer ça, la chose la plus importante, et qui aiguise les appétits de tous les puissants qui sont aujourd'hui dans une bataille mortelle sur qui va bien négocier sa mutation énergétique et se replacer sur le plan économique, n'est-ce pas, comme des leaders dans les différents domaines, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la fabrication des instruments électroniques, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à partir de ce moment-là, on ne veut pas avoir à la tête de nos États de véritables patriotes, de véritables nationalistes qui vont faire le serment de défendre, n'est-ce pas, les intérêts de notre continent et de nos peuples. C'est pour cela que tout ce que vous voyez, la CEDEAO instrumentalisée, on a parlé des libéraux tout à l'heure, vous savez, depuis Abdoulaye Wade, avec cette prétention de construire une internationale libérale en Afrique, avec Wade comme président, M. Ouattara et maintenant Nana Akufo-Addo. C'est cette volonté d'être toujours des gens qui seront accrochés à la volonté de l'Occident, seront les hommes riches de l'Occident sur notre continent, pour continuer à perpétuer cette vision capitaliste du monde. Et dans ce capitalisme, l'Afrique part perdante parce que, balkanisés tels que nous sommes, nous ne pesons pas assez pour imposer quoi que ce soit à ceux qui dominent déjà le marché mondial sur le plan, n'est-ce pas, de l'économie capitaliste. Donc il faut absolument avoir des gens qui, dans un premier temps, vont permettre à l'Afrique de rebattre des cartes en essayant un nivellement par le bas et redonner le pouvoir au peuple, redonner la possibilité au peuple de sortir de cette misère endémique dans laquelle nous avons été plongés, mais surtout donner la possibilité à notre jeunesse de se projeter dans l'avenir par une meilleure éducation, par une éducation qui va leur permettre enfin de domestiquer la science et de se projeter dans l'avenir en toute confiance. C'est là où ça coince, c'est là où il y a l'enjeu central. Et donc on utilise des mécanismes qui ont été utilisés comme cette prétendue CEDEAO, qui devait être au contraire une organisation sous-régionale qui devait avoir pour vocation de défendre plutôt les intérêts du peuple malien. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Je dis, et je sors par là, en insistant que l'histoire de la Côte d'Ivoire est derrière nous. Les leçons ont été tirées. Maintenant, même M. Tchikendia Fakoli, qui chantait « Mon pays va mal », vous avez vu que dernièrement, il a été interdit de faire un petit concert au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le peuple à qui on avait raconté que « Oh, attention, on ne veut pas de vous, parce que vous êtes du Nord, parce que vous êtes musulmans », et tous les arguties qui ont été développés, voient la réalité du néocolonialisme maintenant, avec la violence avec laquelle ces méthodes néocoloniales, ces décisions néocoloniales, ces résolutions néocoloniales s'appliquent sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voir comment, s'ils ne se battent pas, s'ils ne se mettent pas ensemble avec les autres qui ont décidé de prendre cette affaire à bras le corps, ils vont demeurer dans cette misère qu'on ne peut plus décrire et qui continue vraiment de créer des situations incroyables au niveau de notre continent. Des situations inacceptables au niveau de notre continent. Tout à l'heure, notre frère nous parlait par exemple de la possibilité, quand on parle de confinement, il dit les gens n'ont pas d'eau potable. Mais qui de sensé peut bien comprendre que dans un continent comme le nôtre, les gens en soient encore à manquer d'eau potable? C'est pas possible. Même si dans le cas du Mali, on sait très bien que le sous-sol malien au niveau de son désert, c'est une mer d'eau douce. Donc, et les technologies existent aujourd'hui pour permettre à pouvoir offrir de l'eau potable en quantité, je ne sais pas, illimitée au peuple malien qui n'est pas assez nombreux. Donc, je pense, à mon sens, que c'est là l'enjeu central. L'enjeu central, c'est de retrouver notre souveraineté, c'est de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que veulent nos peuples. Et ça, les gens n'en veulent pas quelque part. Ces gens-là qui sont dans certaines doges, qui sont dans certains cercles ésotériques et dans certains cercles du monde des affaires et du monde économique, ont décidé que l'homme noir doit continuer à être le porteur d'eau de cette petite humanité, de ces rapifiaux
qui dirigent le monde, parce que si nous nous réveillons et que nous essayons de redonner la possibilité à notre peuple de pouvoir s'expliquer, je pense que beaucoup de choses vont changer en bien pour les filles et les fils de notre continent, et ça, on ne le refuse. C'est ça l'objet central de cette bagarre, dont la CEDEAO n'est qu'un instrument d'assujettissement entre les mains des puissants qui la financent et qui entretiennent la plupart des dirigeants qui sont à la tête de cette institution. Merci à vous, Patient Parfendom. Merci également à Bienzin. Aux téléspectateurs de la télévision panafricaine, je vous dis que le journal africain est à suivre dans moins de 8 minutes maintenant avec Junior Wafo. Je vous souhaite une excellente suite à l'écoute de nos programmes.